Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le gouvernement s'acharne sur Human Rights Watch, dénonçant une tentative de déstabilisation du pays, affirme que son rapport est erroné et ces témoignages des victimes montent de toutes pièces pour dénigrer l'image de l'armée camerounaise. Human Rights Watch a-t-elle menti? Est-elle la seule à avoir mené des investigations sur ces massacres de Garbour? Nous ferons dans le point sur ces rapports, ainsi que ce rapport de l'Église catholique et des jésuites africains. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Il y a une controverse autour du rapport de Human Rights Watch rendu public mardi dernier. L'organisation internationale affirme que des graves violations des droits de l'homme ont été commises lors d'une opération militaire. L'organisation déclare qu'elle détient des preuves matérielles d'actes délibérés et exactions commises sur les populations civiles. La synthèse de ce rapport dans ce reportage que signe Jean-Paul Chognat. Presque une dizaine de jours après les attaques de Garbour dans la région du nord-ouest Cameroun, l'ONG Human Rights Watch sort son bilan. Il fait état d'au moins 21 civils tués, parmi lesquels 13 enfants et une femme enceinte. Dans ce rapport, l'ONG accuse formellement l'armée d'être l'auteur de ces violences et tueries. Chercheuse senior sur l'Afrique à Human Rights Watch, Ilaria Allegrosi a déclaré que les meurtres des civils ont été commis dans des conditions horribles et pour cela devraient faire l'objet des enquêtes indépendantes et les coupables traduits en justice. Sur la base des témoignages de plus de 25 personnes interrogées, Human Rights Watch avoue détenir la vérité ainsi que des images satellitaires montrant l'armée et les populations peules en train d'incendier des maisons, bastonner et exécuter des habitants de Garbour en matinée du 13 février et au petit matin du 14. Un film des horreurs de l'événement, narré par les témoins de l'ONG internationale, qui soutiennent par ailleurs que confrontation il n'y a jamais eu entre l'armée et les séparatistes. Dans leur sortie pour dire leur part de vérité dans cette affaire, le gouvernement camerounais et l'armée ont toujours rejeté ce bilan d'une vingtaine de personnes tuées, évoquant le chiffre de 5 morts dans des confrontations entre les forces de sécurité et les sécessionnistes, et non des attaques ciblées contre des habitants de Garbour. Comme le laisse croire l'ONG Human Rights Watch, la guerre sur le nombre exact de victimes et des dégâts perpétrés n'a toujours pas livré son dernier combat entre le régime de Yaoundé, l'Église catholique, la société civile et les organisations non gouvernementales nationales et internationales. Et le gouvernement camerounais conteste ce rapport de Human Rights Watch sur les massacres des populations à Garbour, dans la région du Nord-Ouest. Ministre de la Communication face à la presse dont dénonce un rapport erroné et ce regrettable incident réalisé selon lui sans avoir effectué la moindre descente sur le terrain ni une quelconque investigation. Le gouvernement dénonce fermement cette démarche qui illustre la mauvaise foi de ces ONG inlassablement déterminées à porter atteinte à l'image du Cameroun. Et alors que le gouvernement s'acharne sur Human Rights Watch, d'autres organisations nationales de la société civile ont mené des enquêtes sur le théâtre de la tragédie de Garbour. Il s'agit d'une dizaine d'organisations installées dans les régions du nord-ouest Cameroun. Elles ont recensé plus de 35 victimes civiles, dont des enfants, des femmes enceintes. Elles exigent une enquête approfondie et impartiale pour mettre la lumière sur cette affaire. Écoutons donc cette réaction du porte-parole de ce collectif d'organisations de la société civile engagé sur les questions de droits de l'homme dans les régions anglophones. C'est une réaction de Roland Béchor au micro d'Equinox Télévision. L'attaque était sanglante. Personne n'a été épargné. Certains villageois ont été brûlés vifs. Et ceux qui n'ont pas pu trouver un abri ont été tués par balles, comme le démontrent les corps des victimes retrouvés. Les femmes enceintes et des enfants qui ont échappé au coup de feu et au coup de machette se sont abrités dans une maison qui a elle aussi été brûlée. Ils ont donc été brûlés vifs. Certains survivants ont attesté que 13 maisons au total, consacrées sur des dizaines de mètres de rayon, ont été incendiées et que de nombreux villageois ont été brûlés. Parmi les 35 corps découverts jusqu'à présent, 3 étaient ceux des femmes enceintes,
3 des enfants et 22 ont été nommément identifiés. Parmi les victimes, après le massacre, les villageois disent avoir reçu une alerte provenant, selon eux, du chef du village de Tombo. Garbou en est un quartier qui relayait les menaces de certains soldats leur disant qu'ils avaient 3 jours, soit 12 heures, pour quitter les lieux, sinon ils devaient s'attendre au pire. Après le départ des militaires, certains villageois, aidés par quelques pasteurs et des combattants abazoniens, ont enterré les victimes le samedi 15 février 2020 dans de nombreux charniers. Il est possible que le nombre de morts soit revu à la hausse, car beaucoup sont encore dans des conditions critiques dans certains hôpitaux, notamment l'hôpital Baptiste de Banso. Selon des témoignages, certains éléments de l'armée impliqués dans l'attaque sont retournés sur les lieux quelques heures après pour intimider et procéder à la saisie des téléphones portables des habitants du dit village. Cela a involontairement poussé de nombreux habitants à se réfugier dans les buissons et les villages voisins. Et en plus de ces organisations de la société civile, l'évêque de Kumbo a lui aussi révélé qu'il y a eu massacre sur les populations civiles. Il a condamné les atrocités survenues à Garbour, un village situé dans son diocèse. Dans une interview exclusive accordée à nos envoyés spéciaux à Bamenda, les évêques catholiques expliquent la souffrance des populations et les massacres survenus à Garbour. Le reportage d'Emos Fongor, Jonathan Babila et Jean-Paul Chognat. We are familiar with that, although it comes with it. Recevant les envoyés spéciaux d'Equinox Télévision dans la région en crise du Nord-Ouest, l'évêque de Kumbo réitère que les attaques du 14 février dernier ont fait 22 morts en Garbou. Des chiffres bien loin du bilan officiel de 5 morts annoncés par les autorités camerounaises. J'ai une liste de 22 tués, parmi lesquels 7 enfants et 2 femmes enceintes. Ce sont des faits indéniables. J'ai commis des gens sur le terrain. J'ai les noms et les âges des victimes. Je peux les publier à tout moment. Sur les présumés auteurs de ces attaques, l'homme de Dieu doute de la participation des séparatistes Amba Boys aux tueries d'Ngarbou. Des témoins nous ont rapporté que ce 14 février à 4h30 du matin, certaines cases ont été défoncées. Les militaires recherchaient des séparatistes. Ils demandaient où étaient passés les garçons. Ces faits nous ont été rapportés par des témoins de la scène. Comment le dire autrement? Ce sont des faits. Aussi affirme-t-il que sur la base des témoignages des survivants, des centaines d'habitants ont déserté le quartier Ngarbou à la suite des exactions de la Saint-Valentin. Dans ce regard du clergé catholique sur la crise qui sévit depuis 3 ans au Cameroun anglophone, nous rencontrons l'archevêque émérite de Bamenda. Les 3 années écoulées ont été très difficiles. Les paroisses sont paralysées, les routes barrées, les villages rasés, les écoles fermées. Les élèves sont inscrits hors de Bamenda. Que d'exodes massifs. Pour lui, le crépitement des armes à feu entre l'armée et les séparatistes a plongé les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans un climat de terreur et de désolation. On a des villes mortes, des confrontations quotidiennes entre l'armée et les séparatistes. J'en ai fait face. Des militaires patrouillent partout. Depuis l'éclatement de ce conflit armé, 600 000 personnes ont fui leur village, 50 000 réfugiés vers le Nigeria, plus de 2 000 morts, un bilan humanitaire décrié par les ONG locales, l'ONU et l'Église catholique. Et à la suite des évêques camerounais, les jésuites d'Afrique condamnent le massacre de Garbou et invitent le chef de l'État, Paul Biya, à ouvrir un dialogue franc avec les séparatistes anglophones. Dans un communiqué rendu public hier, ils dénoncent un recours excessif à la force par le gouvernement camerounais, de même que les violences mortelles contre les populations civiles innocentes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Pour les jésuites d'Afrique, seul le dialogue inclusif impliquant les séparatistes permettrait donc de mettre fin aux tensions et violences à l'origine de nombreux morts dans les régions anglophones au Cameroun.
Dans le reste de l'actualité, coopération bilatérale Tchad-Cameroun, le projet de construction du pont Yagua-Bongo prend corps. La pose de la première pierre de cet ouvrage de 6 km 200 a eu lieu à Bogor, au Tchad. Le président tchadien Idriss Déby Itno et le premier ministre Joseph John Gouté présidaient cette cérémonie. Il faut signaler que le cortège du premier ministre Joseph John Gouté a été victime d'un accident de retour de Bongor, où il a donc pris part à la cérémonie de pose de la première pierre du deuxième pont sur le fleuve Logon entre Bongor et Yagua. C'est donc le pneu arrière de la voiture d'escorte du GMI qui a éclaté, faisant plusieurs tonneaux. Le bilan fait état d'au moins 3 policiers morts et de quelques blessés. Vives tensions ont émaillé la session de plein droit dans le département d'Union et Kélé, région du centre. Des conseillers municipaux du PCRN se sont farouchement opposés au choix des cadres du parti qui ont voulu imposer des candidats. Le débat ont duré donc plusieurs heures. Le récit des faits avec Joël Niem et Gladys Sidi. Ambiance électrique à la mairie de Gorma-Poubi dans le département d'Union et Kélé pour l'élection du maire et de ses adjoints. Les militants du PCRN s'opposent à la liste proposée par les cadres du parti. La joute verbale entre les deux camps, pourtant du même bord politique, a duré plusieurs heures. Décision du président national proposant l'exécutif communal, mais en enlevant le volet consultation des élus et de la base. C'est une proposition. Je crois, à mon humble avis, que les tests le prévoient. Mais ceci étant, c'est les conseillers qui élisent. Quelle que soit la méthode utilisée par le parti pour faire des propositions, il est question ici aujourd'hui de passer au vote, de dire si oui ou non nous l'acceptons. Si d'autres personnes veulent aller contre ces propositions-là, ils n'ont qu'à se prononcer. Un consensus a finalement été trouvé, celui de procéder par le vote. Tous constaté que ça faisait déjà jurisprudence dans toutes les mairies du PCRN. Pourquoi? Parce que la base a des propositions à faire à la hiérarchie du parti. Et le choix de la base, lorsqu'il n'est pas respecté par la hiérarchie du parti, ça pose problème. Vous avez vu la réaction, le président a proposé une liste de l'exécutif communal. Mais sauf que dans sa décision, il a précisé qu'il a consulté les élus et il a consulté le peuple. Sauf que nous, les élus, on a été consultés réellement à Yaoundé par un vote, mais où on n'a pas de résultat. Et lorsque vous venez dans une décision dire vous avez consulté le peuple et les élus, il faudrait rapporter la preuve de ces allégations. C'est pourquoi j'ai fait cette observation pour dire non, la décision est excessive. Au terme de cette élection, Ngonjok Mélanie a été élue maire de Ngorma-Poubi. Monsieur le président national m'a proposé comme maire titulaire de la commune de Ngorma-Poubi. Malheureusement, on n'a pas pu accepter cela et nous sommes passés par le vote, d'où j'ai décroché toujours la victoire et j'ai été élu comme maire de la commune de Ngorma-Poubi. Les tensions ont aussi été enregistrées à Ezeka, Matombe et Makak, où le PCRN de Cabral-Libye est représenté. Au terme de la session de plein droit, les nouvelles venant du parti politique font état de ce que 9 militants ont été suspendus pour n'avoir pas respecté les instructions de la hiérarchie du parti. Et plus rien ne va au sein du RDPC. Les élections des maires ont envenimé les relations déjà exécrables entre militants et responsables du parti au pouvoir. Le maire sortant, le docteur Roger Chengoula, vient de saisir le tribunal administratif pour demander l'annulation de l'élection du maire de Bouddha dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Il conteste ainsi la légitimité et la légalité du mandat de ses camarades du
du parti en faveur de sa chute. Le maire sortant donc dit être en possession des enregistrements et audio où il a donc évoqué la distribution des sommes de 500 000 francs CFA et 1 million de francs CFA par les conseillers municipaux de la mairie. Dans sa requête, le maire sortant dénonce la corruption électorale ainsi que les achats de conscience, les menaces de mort, pratiques de sorcellerie. Selon Roger Ngoula, la victoire de ses camarades militants du RDPC est liée au trafic d'influence de la part des membres du gouvernement élite RDPC, dont les Bamboutos, ainsi que leur présumée connivence avec certaines autorités administratives qui ont donc manœuvré pour sa chute. Nous l'écoutons. Je ne vais pas vous citer tout ce que j'ai fait. Politiquement, j'ai mené la campagne présidentielle de main de maître dans mon village Balachi. Le nombre d'inscrits était de 2500. Nous sommes passés de 2500 à plus de 3900. Personnellement, sur mes deniers propres, j'ai fait inscrire plus de 1400 personnes. Carte d'identité. Nous allons donc suivre cette réaction du maire sortant de Bouda, donc, qui a fait une sortie donc, pour demander l'annulation de l'élection du maire de Bouda. Il a donc saisi le tribunal administratif. Nous l'écoutons à ce propos. Je vais ajouter pour terminer que les chefs, les autorités, les majestés ne devraient pas trop s'impliquer dans cette affaire politique. Le roi de Bamendjida, il est député. Il est député de la nation, il n'est même plus député du Bamboutos. Donc les majestés ne doivent pas tenir un langage un peu flou. Parce que quand on réunit 25 conseillers municipaux dans une chefferie, la veille du vote, et qu'on leur fait boire le cadi, et que le lendemain je demande à mes amis que vous allez voter pour moi, j'espère, et qu'ils me disent, docteur, moi je sors de la chefferie, hein. Vous voulez que je meure? Ils sont conditionnés, nous sommes une société traditionnelle. Donc, voyez-vous, vous reprendrez ce vote 20 fois. 20 fois, ils vont voter comme ils ont juré dans leur chefferie. Parce que, paraît-il, il y a eu le cadi ici, je ne sais pas ce que c'est, et il y a eu des conseillers municipaux et même des adjoints au maire qui sont morts. La question que je voudrais, et je voudrais qu'on y réponde, comment le patron du parti, le secrétaire général du comité central, a demandé d'investir un maire, et ça n'a pas été fait. Jusqu'à aujourd'hui, on est passé à un vote qui n'est pas libre. J'en appelle à la protection. Et à la commune de Melan, dans le département du Mungo, Jean Rigolo Kuete a été réélu à la tête de cette mairie. Il a obtenu la majorité absolue au cours de la session de plein droit tenue au sein de l'exécutif communal. Jacques Molon et Gladys Sidi. La ville de Melong a son maire. Kuete Jean Rigolo rempile à la tête de la commune qu'il maîtrise bien. Les votes se sont déroulés dans un climat empreint de tensions qui se sont rapidement dissipés. Il a fait carton plein en obtenant la totalité des voix en sa faveur, soit 41 voix. Il s'inscrit dans une logique de continuité à la mairie de Melong. Je vais continuer à travailler comme d'habitude parce que c'est le travail qui me met et qui nous met là où nous sommes. Nous sommes décidés à développer cette ville de Melong. Le préfet du Mungo lui a instruit de prendre en compte les doléances des populations qui attendent encore beaucoup de lui. En les félicitant, le message principal est celui relatif à la poursuite des actions déjà engagées. Le maire Kuete Jean Rigolo, durant 5 ans, devra donc travailler à l'amélioration significative des conditions de vie des populations de Melong. Et je vous le disais à l'entame de ce journal, le gouvernement conteste le rapport de Human Rights Watch sur les massacres de Garbour. Le ministre de la Communication, face à la presse, dénonce un rapport erroné de ce regrettable incident, selon lui, réalisé sans avoir effectué le moindre déplacement sur le terrain ni une quelconque investigation. Le gouvernement dénonce fermement cette démarche qui illustre la mauvaise foi de ces ONG inlassablement déterminées à porter atteinte à l'image du Cameroun. On fait le point
Quotidien dans ce reportage de Guy Zogo. Donc nous y reviendrons sur ce reportage certainement avant la fin de ce journal. Le temps de signaler qu'un premier cas de coronavirus confirmé au Nigeria, le ministre nigérian de la Santé l'a annoncé hier. L'homme en question, en provenance de l'Italie, a été infecté. Les responsables sanitaires affirment que le patient est stable, sans symptômes graves et qu'il est sous traitement dans un hôpital de Lagos. Selon l'OMS, 80 000 cas ainsi que 2800 morts ont été recensés dans une cinquantaine de pays. L'actualité sportive à présent, il se tient depuis quelques heures dans les services du gouverneur de la région du littoral, la 4e session du comité des sites de Douala, notamment ceux de Japoma ainsi que de Bepanda. Une ultime rencontre préparative en vue de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra du 4 au 25 avril prochain. Réunion de travail qui permet donc aux organes du comité des sites de Douala, sous la présidence du président du comité d'organisation du CHAN 2020, Narcisse Mouele Kombi, et le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dibois, d'évaluer les dernières recommandations à quelques jours du coup d'envoi. Une assise donc précédée de la visite des stades qui devront donc abriter cette compétition. Je vous propose donc d'écouter à présent cette réaction du ministre des Sports au micro d'Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, la présente séance de travail, la première du genre que nous organisons avec cette dimension, ou en cette dimension, en cette proportion, en termes de présence ou en termes de qualité de participants, intervient après la visite d'inspection de la CAP sur vos sites respectifs, visite au cours de laquelle les experts ont fait un certain nombre de recommandations afin de bonifier la préparation et l'organisation du prochain CHAN au Cameroun. Cette visite d'inspection a été suivie par la cérémonie de tirage au sort des poules qui a eu lieu le 17 février 2020 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Cette dernière manifestation de l'avis des responsables même de la Confédération africaine de football et de nombreux observateurs a connu un succès retentissant. Étant rendu à moins de 38 jours de la compétition, nous ciblons principalement la mise en place effective des centres d'agrégation, la mise en place des fan zones, l'opération de sélection des volontaires qui débutera demain sous notre supervision, le projet de liste des candidats retenus où sera transmis sur le ministre le mardi 3 mars 2020. Les sessions de formation des volontaires retenus, les activités de communication et de mobilisation autour de l'événement, la mise en œuvre effective des actions des différentes commissions techniques sur le terrain. S'agissant de notre difficulté, Le ministre des Sports et le gouverneur de la région du littoral qui faisait le point sur l'état des préparatifs à quelques jours du CHAN 2020. À présent, ce publie reportage en 20 ans d'existence au Cameroun. MTN se réjouit d'avoir révolutionné le secteur de la téléphonie mobile. Le géant des télécoms a saisi l'occasion pour communier avec ses partenaires ainsi que ses abonnés. Reportage. MTN a 20 ans au Cameroun. En faveur d'un bilan et d'un rapport élogieux avec le Cameroun, la multinationale a revu ses 20 années au cours desquelles elle a particulièrement contribué à faire de la téléphonie mobile un secteur de croissance et un outil de développement pour le Cameroun. Justification d'une communion avec ses nombreux partenaires à l'hôtel La Falaise de Bonanjo à Douala. Quand on voit la reconnaissance qu'on a sur notre réseau, 4G, 4G+, et aussi, surtout, comme nous voyons le développement de l'agenda numérique au Cameroun. Je pense que c'est exactement ce qu'on doit continuer à faire. Aujourd'hui, que 35% du Cameroun a l'accès à l'Internet sur le mobile, le MTN s'engage de faire ça 100%. Et 2020 sera l'année de continuer à remercier tous les clients qui ont été fidèles pour MTN
et de continuer à investir dans le service, dans la distribution, dans le réseau. Pour 7400 localités couvertes par le réseau qui dessert aujourd'hui 10 millions d'abonnés, la rencontre a donné de relever les bons points de l'entreprise, parmi lesquels son déploiement qui a permis de mobiliser des ressources importantes pour l'économie nationale et pour les finances publiques, avec un investissement de près de 1000 milliards de francs CFA pour son activité au Cameroun, soit le volume d'investissement le plus important jamais réalisé par une entreprise privée dans le pays. Les défis que nous avons au Cameroun sont sur plusieurs niveaux. Un, c'est d'assurer la stabilité de l'Internet au Cameroun, qui vient d'un côté des câbles qu'on a remarqués sous-marins, s'assurer qu'on a assez d'alternatives pour garder cet accès au Cameroun, et aussi sur la fibre optique, d'avoir une fibre optique stable, de travailler avec nos partenaires au Cameroun, de travailler avec le gouvernement, de travailler avec l'industrie pour s'assurer que le Cameroun a la meilleure fibre optique en Afrique, qui est très très important pour continuer à pousser cet agenda numérique. Sur le plan social, MTN a développé un réseau de PME de sous-traitance et de distribution dont la main-d'œuvre est évaluée à plus de 200 000 personnes. On n'oubliera pas les secteurs sportifs et culturels du Cameroun qui bénéficient encore du grand dynamisme de MTN. Plus, à travers la fondation MTN, des grandes causes sont défendues. L'éducation, la santé, l'environnement, l'accès à l'eau potable, le développement rural, pour ne citer que cela. 20 ans avec MTN au Cameroun, on est à même de dire que c'est une success story, la plus belle réussite de la politique de privatisation menée par le gouvernement camerounais depuis 1995. C'est en vue de marquer le début de la célébration de cette réussite que le leader de la téléphonie mobile a convié les hommes de médias à une conférence de presse dans la capitale économique. Fin de cette édition d'information sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir.